Ça fait chaud au cœur, j'imagine. Ça fait très chaud au cœur, vraiment. Merci 1000 fois. C'est trop beau de vous voir tous ici. Dimitri, heureux aussi, parce que c'est une longue aventure qui arrive. Ça dépend, ça vous a plu? Alors oui, ok, heureux. Alors, Alexandre, vous, c'est un plaisir d'écriture, et puis on voit le résultat, c'est émouvant aussi, j'imagine. Ouais, c'est très émouvant, vous êtes les premiers spectateurs du film, donc on est tous un peu fébriles. Et c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé, une discussion d'amis, on a commencé à écrire avec Mathieu qui n'est pas là. Mathieu Delaporte. Absolument, et donc non, pour nous c'est extraordinaire, ça. Sacré moment de cinéma et d'histoire, je trouve aussi, avec les deux personnages là-bas qui ont l'air tout timides comme ça, mais faites pas semblant, on sait très bien que tout va bien, que vous vous entendez très bien. Sur le tournage aussi, ça a été une belle aventure, je crois, d'amitié. Oui. Merci. Bonsoir, à bientôt. Et Pio, non, j'étais pas là. Si, mais je pensais à autre chose, j'étais en train de faire du motocross dans ma tête. Merci d'être là. Et puis je suis en train de revenir. Oui. C'était quoi votre question? Rien, il n'y avait pas de question. Oui, non, c'était évidemment, c'était un plaisir. Enfin, j'imagine que vous avez vu le film, c'est agréable en fait, aussi pour nous de pouvoir faire quelqu'un à roter là. Non. Ça a été un relance, c'est les acidités, et ça c'est pas grave, ça se gère. Un gaviscon pour la bite. C'est la Voilà. Et je sais de quoi je parle, vous avez pu constater physiquement sur ce film, j'ai libéré toutes les vannes en termes de souplesse physique. Ça m'a coûté 10 kilos, je passe les détails. Saucisses de Toulouse, voilà, c'est ça que j'ai mangé. Beaucoup de saucisses de Toulouse. Et pas de la souper? Non, parce qu'il me semble que c'est pas vraiment de cette région. Et c'était pas la question de base. Oui, on s'est bien entendu, non mais bon, bref. Non, mais là, du coup, on a la possibilité d'en parler parce que c'est vrai, quand on fait des présentations, c'est très abstrait. Là, vous avez vu le film, donc on peut écouter vos questions si tant est vous ennuyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, évidemment. Oui, je vois pas pour l'instant. Allez, je vais me rapprocher de vous. Allez, madame. Oui, alors ma question est pour les deux acteurs. Est-ce que vous préférez des films d'époque ou des films contemporains? Parce que je vous ai découvert tous les deux dans des films contemporains. Et voilà ma question. Allez, je m'y je vais parler pour moi du coup, parce qu'on parle de goût. J'ai pas vraiment de préférence. Après, c'est vrai que j'avais pas fait de film d'époque, ni de cette époque, du XVIIe siècle. Et là, en l'occurrence, c'est pas juste le XVIIe siècle, c'est l'œuvre de Dumas qui a écrit au XIXe. Et c'est un personnage iconique, donc là c'était une espèce de package où il y avait un personnage incroyable, un casting de fou à rejoindre, des gens très talentueux aux manettes, apprendre à faire du cheval, apprendre à se battre à l'épée, se mettre en bouche une langue particulière, mais en même temps pour un acteur c'est génial d'avoir des belles répliques, et Alexandre ici présent, on a écrit quelques-unes je pense dedans. Donc non, tout ça c'était une grande joie, et après c'est toujours le même processus pour un acteur, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a des signes? Ça va continuer. C'est encore les acidités qui du tout. C'est ça. Non, c'est toujours le même processus, c'est-à-dire qu'on se pose la question de qui est ce jeune homme que je veux incarner, quelles sont ses motivations, où est-ce qu'il va, qui il rencontre, qu'est-ce qu'il construit, qu'est-ce qui le défait, enfin voilà. C'est toujours les mêmes problématiques, je dirais, mais là c'était une joie d'avoir tous ces heureux obstacles en fait dans le processus qui sont toute la préparation qu'il a fallu faire en fait pour donner vie et incarner vraiment ces personnages. Monsieur Marmaille. Oui. Je rejoins ce que dit François. Après, je pense que c'est la même démarche quand on est acteur. L'endroit d'incarnation, c'est la même. Ça dépend beaucoup de l'écriture, enfin du scénario. Et là, c'est très particulier parce qu'effectivement, il y a un travail, il y a un soin qui a été apporté aussi à la langue, qui se ressent, je pense, aussi à l'image, qui n'est pas vraiment une langue du XVIIe, mais qui est d'ailleurs même Hugo, en fait. Pardon, Dumas, je mixe un peu dans le temps. Dumas, à l'époque, s'était emparé de la langue du XVIIe et avait essayé de la moderniser sans pour autant la trahir. Et je pense que pour les scénaristes, ça a été un peu la même dynamique, c'est-à-dire s'emparer de la langue de Dumas sans pour autant trahir ce qu'il avait écrit, mais en ajoutant un tout petit peu de peps aussi pour la rendre un poil plus contemporaine. Et quand on est acteur, ce qui est important, c'est l'écriture en fait. C'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on fabrique, parce que c'est ce qui va permettre de fabriquer des personnages, en l'occurrence, ou des situations. Donc moi, ça m'est complètement égal. Mais en tout cas, une aventure comme ça qui prend plus d'1 an et demi, c'est plus que simplement faire un film. C'est un vrai travail déjà collectif, parce que c'est, je ne sais pas combien de centaines de personnes qui travaillent là-dessus pendant plus d'1 an, et
c'est un travail d'équipe en fait, un vrai truc. On sent que humainement on traverse un épisode de vie assez dense, quoi. Une autre question ici, près de nous. Bonsoir. J'aurais une question pour Martin Bourboulon. En dehors de l'œuvre de Dumas, est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration, des influences conscientes pour votre approche dans la mise en scène du film? Merci. Merci pour la question. Pas franchement. C'est des références inconscientes, certaines, qui étaient plus dans une cinéphilie un peu large. Mais j'ai presque tenu finalement à déjà pas forcément revoir les précédentes adaptations, ni à demander à l'équipe de les revoir. J'avais envie que tout le monde se projette vers l'avant et se réempare aussi de cette histoire avec des nouvelles images. Et j'ai réuni toutes les choses que j'aime, et j'avais surtout réfléchi à l'envie de proposer quelque chose pour les scènes d'action. Ça me semblait intéressant de les aborder avec un nouveau regard. Et j'ai eu envie, plutôt qu'on voit les scènes d'action, de donner la sensation qu'on les vive. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'elles soient la plupart en temps réel et en plan séquence, mais toujours du point de vue des personnages. Donc j'étais guidé comme ça par quelques envies précises, mais pas précisément par des films. Question en haut. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Déjà, avant de poser mes questions, je vais dire merci pour le film. Quand j'ai vu l'esprit, je me suis dit, je ne sais pas si tu vas aimer, et c'est parti une superbe soirée. Sinon, j'avais une question au réalisateur. Où vous avez tourné en Bourgogne et à Fontainebleau, l'Éden, et puis où c'était à Fontainebleau? Merci pour la question. En fait, plus largement, on a décidé avec Dimitri, la production, d'aborder ce tournage déjà en décor naturel. Donc d'éloigner de la fabrication et du processus industriel du film la reconstitution en studio. Moi, je tenais à ce que ça soit que des décors naturels. Dimitri m'a accompagné là-dessus et c'est devenu notre envie commune avec la production. Et je pense que ça a aidé aussi les acteurs de se projeter dans un vrai décor. Ensuite de ça, on a absolument eu envie de tout tourner en France. Donc pour répondre à votre question, monsieur, effectivement, on a tourné à Fontainebleau, au château de Fontainebleau. C'est toutes les scènes du roi et de la reine, tous les conseils du roi. Et on a aussi tourné beaucoup en Bretagne, en Picardie. On s'est pas mal baladé. En Bretagne, c'est surtout pour le deuxième film. Voilà, c'était un mix de plusieurs régions de France, une grande partie en région parisienne, mais en tout cas tout a été tourné en France et en décor naturel. Pardon. En Bourgogne aussi. En Bourgogne, on a été à Mâcon, à Troyes aussi, et à Mâcon. Et pour François Civil, je sais que vous avez fait des cours de cheval, et je ne savais pas. Déjà, je ne savais pas le fils de Mario Luigi était cavalier. Mais pourquoi, quand vous prenez des cours de cheval, pourquoi vous devez être doublé aussi? Alors, on est bien renseigné. En effet, c'est Mario Luracci qui s'occupe de tout ce qui est cascade équestre dans le cinéma français, qui est une sorte de légende, qui a fait plein de films aux États-Unis, machin. Donc, pour avoir parlé un peu avec lui, il était très heureux et très fier d'avoir autant de chevaux sur ce film et de bosser avec des acteurs français pour une fois. Et son fils Marco, du coup, m'a appris à devenir le meilleur cavalier possible pendant 5 mois, je dirais. Il faut savoir que François ne faisait pas de cheval. Donc, exactement. Mention précise. Ouais, il a énormément travaillé pour ça. Et il m'a appris la voltige notamment. La voltige, c'est pas simplement monter dessus, aller au galop, descendre des pentes, monter des trucs, c'est s'accrocher un pommeau pendant qu'il est au galop, sauter dessus. D'ailleurs, il y a une scène qui le montre, descendre de manière spectaculaire, faire des choses. J'ai appris vraiment plus de choses que ce qu'on voit dans le film. Il y a le deuxième film aussi où il y a encore des surprises, mais du coup, Marco Luracci est devenu en plus ma doublure sur le film, donc sa participation elle est vraiment énorme. Et en effet, on a fait un maximum des cascades possibles nous-mêmes, mais Marco quand même a mouillé le maillot à plusieurs reprises. Donc je partage certaines des cascades avec lui évidemment. Et c'est une chance en fait, on parlait des films d'époque tout à l'heure, mais de passer 5 mois à se plonger dans une époque, à se plonger dans les textes et à apprendre
des choses qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que c'est une grande richesse de notre métier, donc je remercie encore Martin et notre producteur qui est ici présent de m'avoir confié ce rôle. Question sur votre droite, oui. Bonsoir. Donc, déjà bravo à tous pour le film. Vraiment, c'est super et très rafraîchissant, je trouve. Et je voulais savoir si vous tous, vous aviez observé une évolution dans le cinéma français quant à la facilité de produire des films un petit peu plus ambitieux que d'habitude, que ce soit des films d'époque ou des films de science-fiction. Bonsoir déjà. Et je ne sais pas s'il y a une évolution, mais en tout cas il y a une envie. On a tous vécu un moment quand même très particulier en 2020, en s'interrogeant quel était sur le futur de notre métier, le futur de la salle et des projets qu'on pouvait initier. Et pour nous, Martin, Alexandre et Mathieu, c'était une façon d'y répondre, c'était de s'abandonner à l'envie la plus forte, la plus folle, et quelque part se débrider dans ce qu'on s'autorise à rêver, à vouloir et à proposer nous. Je pense que oui, on va vivre là un moment où ceux qui font ce métier s'autorisent à, que ce soit pour des films de cette nature-là ou toutes sortes de films, à aller au maximum, au plus loin de leurs envies, leurs désirs et de leurs rêves. En fait. Moi, je sais que dans la source, il y avait quelqu'un qui parlait des référents de cinéma. En tout cas, il y avait quand même des films qui sont dans le panthéon de cinéma qui nous ont nourris. Pour ma part, il y avait des films comme Cyrano de Bergerac, des films comme Indiana Jones, auxquels on avait envie de se dire on peut s'autoriser à rêver à des projets comme ça. Donc je pense qu'on est dans un moment où voilà, la promesse de la salle, et c'est très émouvant effectivement de voir des salles pleines, c'est d'aller vers des propositions fortes, que ce soit du grand spectacle, que ce soit des sujets forts. Donc oui, je pense qu'on va vivre un moment peut-être de renouveau du cinéma voilà, en proposition. Que j'espère. Question nouveau là. Bonsoir, merci pour le film. Oui, une question. Vous parliez tout à l'heure de vos inspirations qui étaient inconscientes. Moi, j'ai eu l'impression d'y retrouver beaucoup du western, même dans les costumes. Quand j'étais petite, les Trois Mousquetaires, c'était très léché, les capes bleues pour les mousquetaires, rouges pour le cardinal. Et là, oui, j'ai eu l'impression d'assister à un western. Et dans les scènes de combat aussi, est-ce que c'était intentionnel ? Même dans l'affiche. Ça l'était complètement. Dans les westerns, ils sont tous, souvent, je trouve, ils sont beaux, ils sont sexy, les personnages, les acteurs. Et j'avais des beaux acteurs, donc je voulais qu'ils soient tous aussi sexy. Donc forcément, on a eu envie, comme ça, assez rapidement, de se pencher du côté du western. Après, une fois qu'on s'est dit, on s'est rendu compte aussi que quand on travaillait avec le chef costumier, on n'allait pas non plus faire un western, il ne fallait pas oublier non plus ce qui caractérisait le film de mousquetaire. Et je sais qu'au début, de manière un peu dogmatique, on avait chassé, on s'était empêché de penser, c'est des anecdotes, mais je vous les raconte, à la plume sur les chapeaux. C'est ah non, on ne va pas mettre les plumes, ça fait trop mousquetaire. Et en réalité, progressivement dans les étapes de travail, mon chef costumier, très malin, assez patient, a fait revenir la plume dans les propositions, comme ça discrètement. Et on les a essayés, puis tout d'un coup, je crois que c'est Romain, même François Opio, qui ont essayé ces chapeaux comme ça à plume. Et il y avait tout d'un coup ce personnage visuel, moi, qui m'a impacté immédiatement, où on s'est dit un peu, voilà, c'est à mi-chemin entre le western et les mousquetaires. Il faut prendre un peu des deux, et puis surtout, c'est comme ça qu'on se réinvente nos mousquetaires. Parce qu'en réalité, les vêtements, leur look est totalement anachronique par l'idée qu'on peut avoir des mousquetaires, comme vous le disiez. Mais c'est ce film-là, et c'est surtout comme ça que je les ai trouvés très beaux, très sales surtout. C'était important, parce que je les ai trouvés sexy en les salissant. Parce qu'ils étaient vrais. Sadique. Question ici. Bravo déjà, et je rebondis justement sur le casting. Je me demande toujours quand je regarde un film, si c'est quand vous avez écrit le film, est-ce que vous aviez décidé bien précis justement des acteurs, ou est-ce qu'il y a eu du casting, ou si vous l'aviez écrit en fonction des acteurs eux-mêmes. En écriture, oui, on est... Alors non, il y a plusieurs stades. Nous, quand on a commencé à écrire, déjà, on a eu la chance, Dimitri nous a appelé, il nous a dit est-ce que vous voulez travailler avec Martin pour faire les Trois Mousquetaires ? Donc on a sauté au plafond, on était hyper heureux, puis après on a relu les Trois Mousquetaires et on a eu un peu mal au crâne parce que c'est une œuvre monumentale. Donc on a déjà essayé, en travaillant de manière très collective, à se dire on avait deux films, ce qui était déjà une chance incroyable. Donc comment en 4 heures on peut essayer de raconter toute cette histoire ? Et il y avait une idée de modernité, recomposer les personnages, on a parlé du western, donc on a parlé de ces choses, on a parlé en fait assez tôt, puis il y avait les envies de Martin sur l'action, sur le rythme. Donc on a essayé déjà de recomposer
ces personnages-là pour un film d'aujourd'hui. Et en général, enfin moi, dans mon expérience de scénariste, ça m'empêche toujours de penser à des acteurs trop tôt, parce que ce qui est beau, c'est d'offrir à un acteur un personnage. Donc il faut l'inventer d'abord, il ne faut pas se brider, il faut aller au bout de quelque chose. Et après, assez tôt, c'était une expérience un peu particulière, c'est qu'assez tôt, évidemment, il y avait ce groupe qu'il fallait constituer. Et là, c'est là où ça s'est passé plutôt pas mal, je crois. Mais en fait, il n'y a pas de règle pour les films, et c'est vrai qu'on avait pensé très tôt avec Martin à un cœur d'acteurs qui nous ont tous dit oui, donc on a eu beaucoup de chance. Et pour certains, on les avait approchés avant même que ça soit complètement en l'occurrence, en espèce, on a fait un rendez-vous avec François, où il est venu au bureau un peu habillé en d'Artagnan. Il n'était pas habillé en d'Artagnan, mais et il l'a fait complètement à l'envers, pour être à fait. Il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit d'ailleurs? Ah bah attends. C'est habillé en d'Artagnan, c'est-à-dire que les costumes, là, ils marchent dans les décors avec l'image et tout, mais j'ai le souvenir à Meaux, à un moment donné, on sortait de la cathédrale de Meaux dans laquelle on fait la scène d'action de l'attentat, et j'étais habillé avec ce costume-là, et quand je retournais vers les loges où on les préparait, c'était vraiment à 500 mètres, quoi, et dans les 500 mètres, je suis dans la rue de Meaux, en costume, tout ça, et là, vraiment, t'es plus un héros, quoi. T'es Francis Lalanne qui s'est panouché depuis 10 mois. Donc, je suis pas venu habillé en d'Artagnan au rendez-vous, hein. Je suis venu à peu près en moi-même, mais c'est vrai que je m'étais fait un petit catogan, j'avais un peu taillé ma moustache, et je lui ai dit qu'en effet, Les Trois Mousquetaires, c'était mon livre de chevet depuis tout petit. Et tout ça était faux. C'était du pipeau, et il a plongé, Dimitri, ça a marché. Et depuis, j'ai travaillé ensuite, évidemment. Une question en haut à gauche, oui. Oui, c'était une question autour de la production et de la réalisation. Vous parliez que dans le futur, on aura d'autres films français qui seront ambitieux. Il y a quelques semaines, il y a Pierre Ninet qui a dit qu'il avait le rôle pour l'adaptation autour du conte de Monte Cristo. Je voulais savoir si cette histoire des Trois Mousquetaires, c'était une volonté personnelle ou si c'était une histoire que les studios voulaient adapter ou réadapter en tout cas, depuis un petit moment. Alors, c'est tout à fait personnel, dans le sens où il n'y a pas en France un système nécessairement américain de studio. Donc, comme je le disais un peu auparavant, c'est un processus très collectif où quand on est producteur, il y a plusieurs façons de faire ce métier, mais avec Martin, on avait déjà fait 2 films ensemble, avec Mathieu et Alexandre, on avait fait 4, dont tous ensemble. Donc, moi, j'avais eu un fantasme de ce que pouvaient être les Mousquetaires dans les mains de Martin, écrit par Mathieu et Alexandre. Il se trouve que Dumas, c'est une drogue dure, et quand on plonge dans des fresques historiques de cette nature-là, on a envie potentiellement de continuer à en faire. Mais il n'y a rien d'automatique en fait au début quand on commence à penser à un film. C'est l'histoire d'une double imposture. Moi, quand j'en parle à François, je dis on va faire 2 films, mais bon, c'est dans notre tête, c'est dans le bureau, c'est comme quasiment la cour d'école quand on s'invente des histoires. C'est un peu plus de travail que ça, mais quelque part, le premier déclic, il est de s'autoriser à le vouloir. Et il se trouve que Martin est en train de finir. Martin est en train de finir son film quand je l'ai approché. Au ravitaillement, c'est sympa. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du compagnonnage. Quand je lui en parle, on est fin 2019, et je lui montre une illustration de Henri Lamotte de Richelieu dans le siège de La Rochelle. Et je lui demande pourquoi on l'a jamais fait comme ça. Et la première chose qu'il me dit, c'est si on doit faire les Mousquetaires, et by the way, ça faisait 60 ans que les Français n'avaient pas fait les Mousquetaires, toutes versions confondues. Il me dit il faut qu'on le fasse pour de vrai. Il me dit justement qu'il souhaite le faire absolument en décor réel. Donc progressivement, le projet se décante, mais il n'y a pas de formule, il n'y a pas de mécanique. Et ça vaut pour n'importe quel projet, c'est quelque part, c'est toujours un projet qui part d'une envie sincère. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je pense, une question sur votre droite. Bonsoir. Je me posais la question avec ces 2 films, s'il y a la volonté de conquérir le marché étranger. J'imagine que oui, forcément en Europe, mais peut-être justement de s'implanter aux États-Unis. Ça peut être le genre de film justement qui peut plaire au public américain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on va déjà commencer par la conquête du marché français, si possible. Parce que je vous avoue qu'on est un peu vrai, on a fait 2 films d'un coup, donc il vaudrait mieux que ça se passe bien avec le premier. Le film sort partout, presque partout dans le monde au mois d'avril, donc d'ores et déjà. Et on est en discussion effectivement sur la distribution américaine, mais on l'a fait en ayant l'envergure de permettre au film de voyager. Et ça, quelque part, c'est la conséquence du rendez-vous qu'on a avec vous. Donc je le souhaite ardemment, sans pas de m'installer aux États-Unis, de pouvoir
avoir un film qui voyage et on est très fiers, mais on va voir en 3 semaines ce que le public nous dit. Avez-vous une autre question? Vous avez fait du film? Bonsoir, merci pour le film. Vous êtes où? Ici. Oui. Merci, tout au fond. Ouais. Les scènes d'action m'ont beaucoup impressionné et je me demandais, j'imagine qu'elles ont besoin de beaucoup de préparation. Côté réalisation, comment elles sont pensées, et côté acteur, quel temps de préparation il vous faut, et puisqu'elles sont tournées souvent en plan séquence, est-ce qu'elles doivent être préparées un peu comme une pièce de théâtre dans un endroit spécial, ou est-ce qu'elles sont préparées directement sur les lieux de tournage? Merci. Merci de la question. Je me lance dans la première partie avec la réponse. En fait, c'est un peu de tout ça mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont abordées d'un point de vue un peu théorique au début. C'est-à-dire qu'on imagine une situation. Ce que je disais tout à l'heure, moi, ça m'intéressait de suivre le parcours de ce jeune homme qui montait à Paris. Donc, quand il y avait une scène d'action, de rester collé avec lui et de vivre la scène avec lui. Et après, effectivement, c'est d'une grande chorégraphie qu'on imagine avec les régleurs cascades. Et assez rapidement, avec les comédiens, donc que ce soit François Epio ici, mais Romain, Vincent et tous les autres cascadeurs, on fait ce qu'on appelle de notre côté, nous, avec la régleur cascade, une prévisualisation avec un iPhone, ou avec les cascadeurs, on répète le plan de la forêt, par exemple, peut-être c'est celui-ci auquel vous faites allusion. On s'imagine dans les vrais décors du film le plan tel qu'on le rêve. On montre ça aux acteurs qui, eux, le travaillent après de leur côté avec les chorégraphes et les régleurs cascades, que ce soit d'abord dans des gymnases, et après on se fait tous ensemble une grande répétition sur les lieux de tournage. Et ça implique pour eux énormément d'engagement physique et d'implication, et c'est pas des scènes qu'on peut faire avec tout le monde, parce que c'est des scènes effectivement exigeantes. Après, c'est un peu la magie du cinéma, c'est une sensation de temps réel qui est fabriquée, avec une petite boîte à outils secrète, des petites coupes, mais voilà, on ne va pas révéler tous les tours de magie non plus, mais la sensation, c'est que c'est une scène qui dure 3 minutes 40 et on est en temps réel, effectivement. Et c'était aussi une manière pour moi de présenter aussi d'un point de vue filmique les 4 mousquetaires en action, parce qu'on passe de l'un à l'autre. Je vais laisser mes camarades comment se préparer une scène comme ça. En même temps, ça a plus, je me rappelle plus. Enfin, globalement, je pense entre les répétitions de cascade pure et les répétitions équestres, il y a dû y avoir 5 mois de préparation pour les acteurs, un peu plus pour les 2 acteurs un peu plus âgés, parce qu'ils ont évidemment malheureusement, physiquement, ils ont moins de ils ne sont pas là ce soir, ils ont dû rester à Paris, ils étaient épuisés. François et moi, qui restons quand même encore un peu jeunes, ça nous a pris 5 mois, et donc plutôt 7-8 pour les 2 autres. Mais si vous voulez, voilà, c'est vraiment un travail, enfin comment dire, c'est un travail au début, en fait au début on a travaillé avec un maître d'armes qui me rappelle son blaze, excuse-moi, François. Un escrimeur professionnel, Yannick Borel, qui est champion olympique. Et ensuite on a basculé directement avec un travail plus pur, enfin purement de répétition chorégraphique, je dirais, avec des cascadeurs. Effectivement, comme tu disais, un iPhone, où en fait il faut imaginer que des scènes comme ça, il y a 45 ou 50, dans le deuxième film, on a fait des scènes de cascade où on fait de baston, il y a 80 personnes qui se battent en même temps. Donc on a une espèce de prévisualisation sur un iPhone, comme tu as dit. iPhone, ça je me rappelle parfaitement, tu as dit iPhone. Donc un iPhone, et là on a 80 personnes qui s'agitent avec des modules en fait je dirais pas en polystyrène, mais enfin des faux décors. Et nous on découvre ça avec des mecs dont c'est le boulot, et on se dit bon voilà, il faut qu'on arrive à trouver cette rythmique là, parce que si on veut y croire, comme c'est des plans séquences, il n'y a pas de coupe possible, on ne peut pas s'arrêter. S'il y a une personne qui merde pendant le plan, on recommence tout depuis le début. Donc ça demande vraiment un travail de préparation assez lourd. Ce qui fait qu'aussi quand tu arrives sur le plateau et que tu commences à tourner des scènes comme ça, par exemple la scène que vous avez vue dans la forêt, ça nous a pris plus de 10 jours. En gros 10 jours, c'est découpé par pan, et on pouvait pas faire un seul plan séquence, parce qu'il y a des passages au drone, il y a des passages à cheval, il y a des passages où on est vraiment dans l'intime avec François, donc c'est vraiment, il y a des bascules qui sont pas possibles à régler uniquement en un seul plan. Donc il y a des fausses coupes à l'intérieur, mais il n'empêche qu'on est quand même sur des plans d'une 50aine de secondes à chaque fois, où on sait qu'on part, et comme il n'y a qu'un seul axe, on ne peut pas tricher. Donc tout est vraiment, c'est une coordination assez technique en fait, entre l'axe de caméra, les cascadeurs pour qu'on y croie, et il faut aussi rajouter à ça un tout petit peu de CGI, c'est-à-dire d'effets spéciaux, quand par exemple il y a un mec qui se prend une dague dans l'œil, évidemment dans les médias il se prend pas la dague dans l'œil, à un moment je jette un pistolet sur quelqu'un, en l'occurrence on n'en avait pas parce que c'est extrêmement dangereux et on n'est pas là pour blesser les gens, mais c'est vraiment une somme
d'endroits d'exigence et de savoir-faire qui s'accumulent et qui sont au rendez-vous au même moment, qui est assez rare, en fait, même pour nous. Fabriquer des films comme ça, c'est vraiment, on se rend compte quand on arrive sur un plateau comme ça, il y a tellement de gens qui travaillent au processus du film qu'on se dit, ouais, là il y a une vraie dimension cinématographique, il y a une vraie dimension impressionnante, saisissante qui existe. Enfin, moi, j'avais jamais vu. J'étais vraiment impressionné. Et puis, tout ça à l'iPhone, quoi. Tout ça à l'iPhone, et avec 2 personnes plus âgées encore une fois derrière, parce que là il lâche les cadres, mais en général il se déplace avec des cadres, entre les bonnes séquences, ils sont vraiment fatigués, je plaisante évidemment, on les embrasse. Bise à tous les 2. Alors, avant de se séparer, peut-être, parce que je vois pas d'autres questions, il faut préciser qu'il y a une petite surprise qui vous attend dans la salle, et oui, au public en tout cas. Je crois qu'il faut regarder sous votre fauteuil. Voilà. Oui, il y a